Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 4-1 à Karabag dans l'Europa League. Une victoire qui fait du bien, même si on va voir que ça n'a pas été aussi idyllique que veut bien le laisser croire le score. En effet, 4-1, but sur penalty de Karabag à la 88e minute, on se dit... Ça a été une promenade de santé et en fait pas tellement, on va voir que le déroulé du match et les statistiques nous démontrent le contraire. On va revenir justement sur le déroulé de ce match, sur les statistiques les plus intéressantes et on terminera par les déclarations des acteurs du jeu. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite les amis à aller liker mon live de dimanche, donc vous allez dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo et vous mettez un like, ça va aider au référencement et je vous espère nombreux donc pour cette retransmission de Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice. Les deux équipes sont au coude à coude au championnat et donc à domicile il nous faut absolument une victoire. Alors Pierre Sage avait décidé dans son 11 majeur de faire quelques rotations, mais beaucoup moins qu'à Hoffenheim, puisqu'on retrouvait quand même beaucoup de titulaires habituels comme Perry, Maitland-Niles, Caleta-Car, Tagliafico, Verretou, Nuama qui, on va dire, vivote un peu cette saison, mais Cherki, Fofana et Mikotadze. Les seules vraies grosses rotations, c'était Omari, Tessman et si on veut donc effectivement Nuama. Mikotadze c'est une rotation, mais je veux dire que c'est une rotation qui était appelée de nos voeux, puisque certains considèrent que Mikotadze n'avait pas de place de titulaire vu que depuis le début de la saison ses entrées n'étaient pas très bonnes. Mais ceux qui comme moi militaient pour que Mikotadze ait une place de titulaire de temps en temps, disaient oui mais il a jamais été mis dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec des bons passeurs. Souvent il entrait soit en fin de match pour un temps relativement court, soit il était titulaire mais avec une équipe B, donc évidemment c'est pas une situation idéale pour pouvoir bien s'exprimer. Donc Pierre Sage envoyait un 4-2-3-1, vous savez que c'est un système qui pour le moment ne nous réussit pas tellement. Et je dirais que ça a continué, puisque vous allez voir que quand on analyse la première mi-temps, évidemment, ce système qui a un défaut intrinsèque, ce défaut nous a vraiment sauté aux yeux. Alors oui, il est offensif, il permet à Ryan Cherki de jouer en numéro 10, mais il dépeuple tellement le milieu de terrain, surtout avec ces deux milieux-là, Tessman et Verretou, qui ont vraiment été... très neutre, vraiment n'apportant rien sur le plan offensif et se faisant déborder sur le plan défensif. Donc en fait, le problème de ce 4-2-3-1, c'est que il peut peut-être marcher mieux si vous avez Matic et Tolisso en sentinelle, mais quand vous avez Tessman et Verretou, c'est pas bon du tout. Du coup, vous le voyez ici sur l'attaque momentum, la première mi-temps, il se passe pas grand-chose du côté de l'OL. Certes, un but de Mikotadze qui ouvrait son compteur sur une passe de Nuama du pied droit, faut le noter, sur un jeu de transition. Parce qu'en fait, vous allez voir dans les stats, ce qui quand même est assez surprenant, c'est que face à une équipe de Karabag qui n'est quand même pas un ogre sur le plan européen, nous n'avons pas eu la possession. Et donc vous voyez dans cette première mi-temps, c'est quand même assez atone et je dirais même que virer en tête à la mi-temps, c'est presque un miracle. Puisque Karabag a deux poteaux, un poteau, une barre transversale et sur une très belle combinaison sur un coup franc, il faut un très grand arrêt de Lucas Perry pour que l'OL n'encaisse pas un but. Donc une mi-temps vraiment très moyenne. Malheureusement, comme souvent, je dirais, toujours une mi-temps correcte, une mi-temps pas bonne. Bon, alors en deuxième mi-temps, effectivement, 3 buts marqués, mais là aussi, je dirais efficacité maximale pour l'Olympique Lyonnais. Ce qui a quand même changé la donne, il faut le dire, c'est l'entrée de Tolisso. Alors malheureusement pour lui, Nuama, alors qu'il faisait pas un grand match, mais qui au moins avait été décisif, ce qui n'avait pas été vraiment le cas depuis le début de la saison,
bah, il sort à la mi-temps. Et il sort à la mi-temps, remplacé par Tolisso, et donc on passe d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3. Alors évidemment, ça a tout changé. On était beaucoup plus cohérent défensivement sur le jeu de transition de cette équipe. Tolisso en plus marque un but, hein, un très beau but, une cacahuète dans la lucarne hein, à 25 mètres. Donc ça nous permet de passer à 2-0 et vraiment d'aborder la suite du match avec une certaine tranquillité, puisqu'en plus Malik Fofana va scorer le 3e but. Donc là à 3-0 on était quand même plutôt flex. Mikotadze se fera plaisir sur le 4e but en enrhumant toute la défense avec des feintes et en terminant avec un petit piqué plein de technique. On concédera un penalty franchement généreux à la fin du match, mais là aussi, il faut le dire, ce score de 4-1 est vraiment bien payé pour l'Olympique Lyonnais. Alors bon, on dira que face à Beşiktaş, la défaite, c'était l'inverse. C'est ce que je dis toujours, hein, sur une saison, ce genre de situation s'équilibre, mais je trouve quand même que hier, défensivement, ça n'a pas été rassurant du tout du côté de l'OL. Lucas Perry nous fait encore des arrêts de très très haut niveau. Donc voilà, alors on va regarder justement Lucas Perry sur ce match-là. Vous voyez que ça, ce sont ses statistiques. Il a fait 3 gros arrêts, il a évité 0,05 buts. Alors, il faut dire aussi qu'il a été aidé par sa barre transversale et son poteau, qui en a arrêté quelques-uns, et aussi quand même parfois la maladresse des joueurs de Qarabag. Bon, franchement, voilà, faut pas penser que ce 4-1, c'est une équipe archi-dominante qui a vraiment super dominé. Après, bon, c'est le scénario d'un match, mais effectivement, là, quand on voit là, cette première mi-temps, franchement, elle n'est pas satisfaisante. Cet écart assez minimaliste, on le retrouve dans les statistiques, puisque Qarabag a plus d'XG que nous, les amis, 2,51. Donc, il marque un but sur péno, énorme sous-performance de la part de Qarabag. Nous, 2,35, on met 4 buts, donc je dirais hyper efficacité. Ça a fait la différence, mais vous voyez quand même qu'en possession, on est à 57-43. C'est quand même un truc de fou. On concède 17 tirs. Il y a eu 6 arrêts donc de Lucas Perry. Franchement, voilà. Je dirais que c'est le talent vraiment qui a fait la différence. Et le passage en 4-3-3. Je dirais qu'une nouvelle fois, ce 4-2-3-1, même s'il est séduisant parce que ça nous permet d'aligner 4 offensifs, bon, il laisse trop de trous dans ce milieu de terrain. Ce qui est quand même hyper paradoxal, je trouve, dans ce match, vous me direz les amis ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que finalement, quand on prend le 11 de départ, et même les entrants d'ailleurs, on peut dire, oui, d'accord, Mikotadze fait un super match, on peut dire que Perry fait encore un très bon match, on peut dire que Fofana fait un match vraiment pas mal, mais finalement les autres, c'est vraiment du Moyen-As. Donc vous voyez, c'est vraiment... En fait, si on regarde, je dirais, les performances des joueurs, c'est des performances d'un match à 1 partout, quoi, ou un 2-2 maximum. Et pourtant, c'est 4-1. Bon, c'est le foot, tant mieux. Écoutez, on prend, hein, on va pas cracher dessus. Mais je trouve que défensivement, c'est pas rassurant d'accorder 2,5 XG à Qarabag. On va voir qu'évidemment, cette victoire nous replace très bien au classement, puisque on est dans le top 8, donc qualifié directement pour les 8e de finale. Certes, c'est très serré, vous voyez qu'entre l'Ajax, qui est 6e, et FSSB, alors je ne sais pas ce que c'est FSSB, bon, peu importe, je crois que c'est Bruges, mais je suis pas sûr. On est vraiment très très proche. Ils sont 11e. Le Fener, vous voyez, est très très proche. Manchester United aussi. Enfin bon, bref, rien n'est fait. Et c'est, je trouve, ce qui fait l'intérêt de cette compétition. Beaucoup se sont dit, ouais, dans cette compétition, il y aura beaucoup de matchs en bois qui n'ont pas tellement d'intérêt. On voit que non. Après 5 matchs, tout est encore possible, notamment dans le haut du tableau pour ce fameux top 8. Donc, écoutez, ça va être quand même très intéressant. On va regarder les matchs qui nous restent, justement, dans cette compétition.
Alors, il en reste 3. Le 12 décembre, nous allons recevoir l'Eintracht Francfort. Attention, hein, c'est une bonne équipe, très bien classée en Bundesliga. Ensuite, je pense le match le plus difficile de cette compétition, déplacement à Fenerbahçe. Et on recevra Ludogorets à la fin. Alors, si on regarde justement au classement, eh bien, on va retrouver l'Eintracht Francfort qui est actuellement 3e, hein, qui n'a pas perdu, 4 victoires, 1 nul. Ensuite, on va se déplacer au Fenerbahçe, donc qui a fait 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et ensuite, eh bien, Ludogorets, voilà, c'est pas terrible. Donc, bon, je dirais que virtuellement, on est quasiment certain d'être qualifié. Par contre, le top 8, là, par contre, c'est plus compliqué. On notera évidemment les courageux 81 supporters des Bad Guns et des Lions 1950. Les Lions 1950 d'ailleurs qui seront interdits dans le match, dans la réception de Nice, puisque suite aux événements pendant le match de Saint-Étienne, leur tribune a été tout simplement bannie. Donc ils ne seront pas là, c'est quand même dommage, ça fera un peu moins d'ambiance pour ce match de Nice qui est quand même très important. Mais bon, donc en cumulé, eh bien, nous avons eu 81 supporters courageux qui ont fait le déplacement un jeudi en fin d'après-midi sous la pluie. Bravo à eux, c'est vraiment fantastique. Et d'ailleurs, les joueurs sont allés les saluer, faut aussi le dire. C'est pas pareil dans tous les clubs. Passons aux stats avancées de notre ami DataOL qui nous indique que l'OL a la 3e attaque et la 6e défense de l'Europa League. Il est revenu sur les meilleures moyennes de points dans l'histoire de l'OL pour les entraîneurs et Pierre Sage est 3e avec 2 points par match. Malik Fofana a réalisé 3 buts et 1 passe décisive. Il est le premier joueur à être impliqué dans 4 buts après 3 premières titularisations avec l'OL en Coupe d'Europe depuis Lisandro Lopez. Fameux Licha, quel joueur magnifique. Georges Mikotadze face à Karabag, ça a vraiment été un très bon match pour lui. Donc il a joué tout le match. 3 tirs dont 2 cadrés, 1,04 XG, 2 buts. Écoutez, belle performance. 43% de duels remportés, bon c'est pas un gros gabarit, hein, l'ami Mikotadze. 3 dribbles réussis sur 5, 2 passes clés, bon vraiment il a fait le métier en étant titulaire. 75% de duels remportés pour Maxence Cacré, 3 sur 4 records du match côté de l'OL parmi les joueurs ayant disputé au moins 4 duels. Bon, il a fait une entrée propre, Cacré, rien d'extraordinaire, mais une entrée propre, très peu de ballons perdus et plutôt des ballons récupérés. Donc voilà, est-ce que ça va le remettre en confiance? Est-ce que ça va lui permettre de retrouver du temps de jeu? Ça, je n'en suis pas convaincu, mais en tout cas, il a fait une assez bonne entrée. Les 3 joueurs lyonnais ayant récupéré le plus de ballons ce soir, Maitland Niles 9. Alors Maitland Niles, on est toujours un petit peu perplexe avec Maitland Niles parce qu'effectivement, il y a des très bons trucs et puis des fois, il y a des erreurs, mais vraiment extrêmement coûteuse. Alors c'est lui qui fait le penalty, même si je trouve que ce penalty il est vraiment exagéré. Mais vous voyez que bon, Maitland Niles quand même parfois un peu tête en l'air. Hein. C'est quand même bizarre pour un joueur qui a une sacrée carrière quand même, qui a fait des grands clubs et qui est quand même très pro. Mais c'est étonnant. Cherki et Verretou, 8 récupérations. Nicolas Tagliafico a touché 70 ballons, record du match, mais là aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Tagliafico, moi je ne l'ai pas trouvé bon hier. 5 tirs pour Cherki, alors record du match, 3 cadrés, certains diront 5 tirs pour Cherki, c'est peut-être 5 tirs en trop, parce qu'effectivement, parfois, il aurait quand même pu lâcher son ballon. Là aussi, je n'ai pas été enthousiasmé par le match de Ryan Cherki hier soir. On revient sur les offensifs, puisque toute compétition confondue hors sélection, Malik Fofana est notre joueur le plus offensif, 8 buts ou passes décisives et passes décisives. Donc vraiment très très bonne deuxième saison pour Malik Fofana dans notre club. Alexandre Lacazette 7 et Ryan Cherki 6. On notera que l'OL n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Beşiktaş. Le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls dans cette série.
Georges Mikotadze, qui avait connu un début de saison très très compliqué, eh bien, et reste sur 6 buts sur les 8 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues, donc y compris avec l'équipe nationale de Géorgie. Mais en tout cas, il retrouve la confiance, il a l'air en très grande forme, il est très actif. Donc je trouve que Mikotadze commence vraiment à bien... Enfin, c'est presque son début de saison. Il a mis du temps à se mettre en route, mais je pense qu'il est parti. 2 des 5 derniers buts de Tolisso en match officiel ont été inscrits en dehors de la surface. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manquait un peu, notamment la saison dernière, des tirs lointains. On attendait Tessman sur ce registre, puisque tout le monde nous a dit Tessman, il tire bien de loin. Écoutez, pour le moment, on attend de voir. Hein. Pour le moment, c'est pas le cas. Quant à Verretou, lui, il tire jamais, tout comme Matic, hein, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, bon, au milieu de terrain, le seul qui est capable de tirer de loin, visiblement, c'est l'ami Tolisso, et hier, il nous met une sacrée cacahuète dans la surface. Dans la lucarne, pardon. Alors, passons aux déclarations des joueurs. Pierre Sage, le score est très flatteur et ne correspond pas au match, car l'adversaire aurait pu marquer 1 ou 2 fois, parce qu'on a rencontré un gros problème tactique défensif. Alors c'était ce milieu à 2 que Pierre Sage a changé à la mi-temps avec pour victime le pauvre Nuama qui a dû sortir. Karabag aurait pu marquer plus et mériter au moins de revenir au score. Le match aurait été totalement différent avec la rentrée de Tolisso, ça n'a pas été parfait, mais on était mieux sur le plan défensif, on pouvait récupérer les ballons et on pouvait faire mal en transition, notamment sur le premier but et en deuxième mi-temps aussi. Je suis content de la réponse donnée par ces joueurs-là. Mais le match et sa tournure sont liés à l'aspect tactique. Dans l'attitude et l'engagement des joueurs, on peut être satisfait. Le fait que l'ambiance se soit maintenue tout le match est aussi lié à la prestation de Karabag. Mikotadze a été à la réception de centres où il fallait être, mais il a aussi été très présent dans les zones. Offensive et défensive, il dégage beaucoup d'intensité, c'est communicatif pour ses partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vrai que Mikotadze, il cavale, il se donne, et effectivement, je trouve que ça influe une certaine énergie autour de lui. Donc ça, c'est très positif, puisque Pierre Sage parle des zones, des bonnes zones qu'a utilisé Mikotadze. Je voudrais faire aussi la même remarque pour Fofana. Et c'est pas la première fois qu'il se trouve au bon endroit, au bon moment pour conclure une action. Donc écoutez, c'est bien quand même d'avoir cette présence de nos joueurs offensifs. C'est prometteur pour la suite. Mikotadze, le MVP de la soirée. On venait de vivre quelques matchs nuls et on voulait vraiment retrouver le chemin de la victoire. La première mi-temps était difficile, mais le coach a fait des changements qui ont payé. Je suis content qu'on ait réussi à gagner. Pour le premier but, j'aime bien faire mes appels en retrait. Ça m'aide à me positionner au mieux. Le deuxième, c'est plus un but d'instinct. Je suis un joueur d'instinct, je n'ai pas trop réfléchi, j'ai juste agi. Il faut savoir profiter de chaque moment et bien s'hydrater, ça c'est important, et rester concentré. Maintenant, il nous reste un match important contre Nice. Alors pas que un, il y en a beaucoup des matchs importants jusqu'à la fin de la saison. Mais effectivement, si on veut être un petit peu rabat-joie, le match le plus important de la semaine, selon moi, c'est quand même celui de Nice. Parce que une non-victoire nous mettrait quand même assez loin du podium, donc attention, ce match de Nice. Nice qui a été minable, faut le dire, j'ai regardé le match hier soir. Qu'est-ce que c'était nul, mais vraiment d'une nullité abyssale. 4-1, des erreurs défensives de l'espace, une présence offensive très moyenne. Enfin franchement, si on ne bat pas Nice, c'est vraiment une énorme contre-performance. On aura sans doute la grosse équipe, donc ça va être intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Faut-il titulariser Lacazette ou Mikotadze dans ce match face à Nice? Mikotadze qui est sur la montante, Lacazette qui est en difficulté. Je suis curieux de connaître votre avis sur la question. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à liker le live, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.